Bonjour public et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous parlons de la BD à portée philosophico-zenito, je sais pas trop si ça se dit, le jour où, la série de BD du coup, puisqu'il y a un petit nombre de tomes. Donc le premier tome est le jour où le bus est reparti sans elle. C'est un nom bien pompeux avec la fameuse police d'écriture qu'on retrouve de partout actuellement dans la bande dessinée, et c'est normal, hein, c'est un titre, enfin c'est une police d'écriture, je sais plus à quel c'est exactement, mais enfin vous faites des petites recherches et vous tomberez facilement dessus, c'est la police qui est utilisée de partout dans toutes les BD, et c'est vrai que c'est très accrocheur, c'est sobre à la fois, et en même temps ça a ce petit côté graphique, calligraphique même je dirais, un peu courbe, qui est très sympa, et par contre c'est beaucoup trop utilisé, ça manque d'originalité, parce que dès que tu veux faire une BD un peu philosophique, pof, tu utilises la police, un tel que j'ai oublié son nom, et le job est fait, et c'est vrai que bon, ça peut devenir un peu lassant. Je tourne autour du pot, puisque on va parler pas de la police d'écriture du titre, que tout le monde s'en fout en fait, mais plutôt de la BD en soi. Et comme il y a plusieurs tomes, on va essayer plus ou moins de parler de tous les tomes, en essayant d'être un petit peu bref, ce qui est impossible puisque j'ai déjà tourné autour du pot pendant au moins 1 minute, et encore, peut-être un peu plus, hein, à vous de juger. Le jour où le bus est reparti sans elle, c'est l'histoire de Clémentine, une femme ordinaire, tout le monde peut se reconnaître en Clémentine, qui a une vie banale, une vie qui la lasse, et une vie qu'elle n'a pas l'impression de maîtriser, un sentiment que nous ressentons tous au moins une fois dans notre vie. Et du coup, elle se sent pas accomplie, il lui manque quelque chose, mais elle ne sait pas quoi, et elle se sent vraiment faible, nulle et impuissante. C'est une BD qui va traiter d'un message philosophique de manière assez classique en soi, c'est un personnage où tout le monde va se reconnaître, qui va apprendre des leçons d'un maître en quelque sorte spirituel, qui sera incarné par l'épicier qu'elle va rencontrer par hasard dans sa vie, à cause des chemins particuliers qu'elle va emprunter, des coïncidences qui, bonnes ou mauvaises, seul l'avenir peut le dire. Elle va apprendre finalement à vivre, elle va apprendre à apprécier les choses de la vie et à suivre sa propre route. Ce qui est le schéma classique, hein, bien sûr, dans ce genre d'histoire, hein, puisque c'est évidemment une quête initiatique. Et donc voilà, elle va effectivement se tromper de voie à la base, puisqu'elle va choisir de rejoindre un groupe de méditation, et ce groupe de méditation est finalement un peu hautain et surtout ne s'intéresse pas aux individus et ont des dogmes, des façons de faire précises et qui ne correspondent pas forcément à tout le monde, et elle essaiera de suivre ce chemin puisque pour elle, il lui faut une solution, et c'est la solution la plus facile à rejoindre, mais finalement elle va perdre ce groupe en allant aux toilettes dans une épicerie, et il va s'avérer que la personne qui tient cette épicerie est peut-être plus avancée sur le chemin spirituel que ce groupe-là, elle va peut-être apprendre beaucoup plus de la vie en soi et de cette personne. Il y aura plusieurs petites histoires de la culture populaire, de la culture zen, etc., des petits contes en quelque sorte, de la culture populaire qui vont être racontés par les personnages à Clémentine et qui vont lui apprendre des messages de la vie, comment percevoir les choses plus positivement et comment surtout apprendre à se faire confiance. Dans ce tome 6, c'est surtout de ça qu'il est question, apprendre à se faire confiance, mais aussi à apprendre à voir la vie de manière positive. La vie, en gros, c'est un chemin, mais nous, on a tous les outils en nous pour pouvoir construire une belle vie, du moins c'est ce qui est raconté. Donc en soi, ce petit principe de petit conte, effectivement, c'est un peu facile parce que ça reprend des histoires qui existent, hein, dans la culture populaire, c'est pas les auteurs qui sont Becca et Marco, c'est ça, Marco au dessin et le scénario Becca, qui est un couple d'auteurs qui ont fait notamment Studio Danse, toujours chez Bambou, puisque ce livre aussi est chez Bambou. Mais je trouve que cette façon de raconter les choses et de s'inspirer et de puiser d'un peu de partout pour voir justement différentes façons de raconter une même chose est assez intéressante, assez rafraîchissante et assez positive. Donc pour moi c'est un parti réussi, puisque c'est une BD qui se prend pas trop le chou au niveau de sa narration et au niveau de rien, c'est quelque chose de très classique en soi, hein, on va pas dire que ça révolutionne quoi que ce soit, mais ça fait du bien, c'est très agréable à lire, les personnages, puisqu'ils sont très, on va dire, c'est plus que classique, ils sont faits pour qu'on se plonge dedans et pour qu'ils aient la vie qu'on connaît. Ce sont tous des caricatures en quelque sorte, tous les personnages que Clémentine va rencontrer, et même Clémentine en soi, ont une fonction et s'arrêtent à ça et vont raconter par rapport à leur parcours
quelque chose dans lequel tout le monde peut se retrouver. Mais du coup, c'est plus facile de comprendre le propos, c'est moins nuancé, mais ça reste très sympa et très lisible. Le dessin, je le trouve magnifique dans le sens où il est très apaisant, mais c'est surtout la couleur qui est exceptionnelle. Couleur faite par Maëla Cosson, et franchement, cette couleur, les éclairages, les forêts, c'est magnifique et ça sublime vraiment ce dessin. Il y a une chose qui m'a perturbé dans le dessin, c'est les premières pages. Les bulles, pardon, ne sont pas super bien définies, et le dessin non plus. On peut remarquer par exemple la 4e case de la première page, si vous avez le livre, n'hésitez pas à regarder. Les traits de construction sont encore présents, les traits ne sont pas bien finis, et finalement la couleur est très très jolie, même si elle aussi elle a l'air un peu pas encore terminé, mais ça va. Mais c'est surtout le dessin qui va se stabiliser au cours de l'histoire. Mais au début, c'est vrai qu'il est peu abouti, j'ai envie de dire. Il n'a pas été fini d'être construit. Et c'est assez fou qu'il évolue aussi bien. Mais c'est surtout rigolo parce que du coup, c'est comme si, au fur et à mesure, au début, sa vie était toute floue. Le personnage n'était pas complètement défini. Elle va finir par prendre de l'assurance et trouver un sens à sa vie. Et son dessin va s'affiner. C'est quand même assez marrant. C'est pas du tout fait exprès, notez-le quand même. Enfin, ça m'étonnerait. Mais c'est quand même très sympa à noter. Très très bon premier tome, qui se prend pas le chou, mais avec un très joli dessin, la façon dont c'est raconté, très sympa, un découpage vraiment très classique, mais on ne demande pas à plus. Des petits chapitres bien sympas, avec plusieurs visions des choses. Le truc quand même qui est à noter, c'est que bon, les personnages qui ont réussi dans la vie, c'est des personnages qui sont blindés, quand même au niveau financier. C'est vrai qu'il ne tient qu'à nous d'être positif dans sa vie, c'est certain, c'est sûr. Mais il faut noter que là, quand même, c'est que des personnages qui sont bourrés de thunes, qui ont une vie sympa. C'est sûr que quand on a l'épicerie du personnage principal, on a de quoi être heureux. Mais c'est vrai que j'ai cette vision des choses comme quoi, là, c'est vraiment une histoire racontée par des riches, et un peu pour des riches. Mais malgré tout, tout ce qui est dit là-dedans est très positif et très juste, et va pas chercher très loin, mais pourtant est très essentiel pour trouver le bonheur dans la vie. Donc bonne BD, voilà, j'ai fini sur le tome 1, j'ai passé déjà pas mal de temps. On va parler du tome 2. Pourquoi faire un tome 2 à une suite de cette histoire qui était finie? Est-ce que c'était une bonne chose? C'est purement commercial. C'est sûr, c'est commercial, ce tome 2, c'est clair, ça se voit. Mais c'est une bonne chose, même si ça va parler de choses qui ont déjà été parlées dans le tome 1. Le tome 1 va être une synthèse de ce qui va se passer après. Mais ce tome 2 est bien fait. Il va parler surtout de l'envie de se lancer, du courage de se lancer, mais aussi de la passion, de l'art, et du but en soi dans la vie. Que faire, comment trouver sa voie, et surtout les plusieurs chemins possibles dans la vie qui s'offrent à nous. Lequel est-ce qu'on va choisir? C'est à nous de le choisir, et du coup on a plusieurs choix. Est-ce qu'on va choisir de rester dans son malheur, ou est-ce qu'on va essayer de voir les possibilités infinies qui se trouvent autour de nous, puisqu'il y a plusieurs lignes, en gros, c'est comme ça qu'on le voit, plusieurs lignes possibles dans la même temporalité. Quelle ligne on va choisir de vivre? Et donc ce tome 2 est très sympa, même si on en parle déjà dans le tome 1, ça va affiner cette vision-là, et plutôt bien, avec encore une fois le même style narratif, avec plusieurs petits contes. Le dessin est toujours magnifique, les contes qui sont choisis sont toujours sympas, mais du coup vraiment un très bon tome, et c'est tant mieux parce que c'était vraiment pas nécessaire de faire une suite à ce tome 1. Ils en ont fait un 3, bon bah voilà, déjà on sent bien qu'ils tirent sur la corde du côté financier, on veut vraiment faire de l'argent là-dessus. Ça commence à perdre un peu du propos, vous trouvez pas quand même? Parce qu'à la base, c'est pas censé être commercial, enfin c'est quand même censé être le bien-être, et arriver dans ce côté mercantile, c'est un peu dommage, et peut-être presque antinomique avec ce que ça voulait montrer au départ. Mais c'est un bon tome 3, et une superbe conclusion, si c'était une conclusion. Mais ça serait une superbe conclusion parce que ça parle des aimanteurs, on va dire. Ça parle des gens qui vont attirer, des groupes, des castes de personnes, peut-être même des marques, des partis politiques, tout ce qui va t'influencer dans la vie, tes parents, etc. Tout le moule qui va faire ce que tu vas devenir, et du fait d'être attiré par ces aimanteurs, et du coup de subir un peu ce qu'ils t'offrent. Il y a des aimanteurs positifs comme négatifs, mais effectivement, où est le libre arbitre? Est-ce qu'on a le droit d'être son propre aimanteur? Là est la question, et surtout, est-ce que ce livre lui-même n'est pas un aimanteur? Et c'est ça qui est intéressant dans ce livre, puisque c'est une parfaite conclusion. Il te dit des idées pour être libre, pour être positif, pour suivre ta voie, mais à partir du moment où c'est lui qui te le dit, ça devient un peu du prosélytisme, et à partir de là, il faut savoir faire la part des choses, accepter certes de suivre ce chemin, mais aussi savoir s'en détacher pour vivre sa propre vie. Et là, je dis, c'est très très bien, c'est une très bonne conclusion, même si au début le titre fait un peu peur, le jour où elle n'a
pas fait le chemin de Compostelle, ça fait un peu un titre qui donne pas envie, tout simplement, on s'en fout. Mais, très bon tome et très bonne conclusion. Mais ils ont décidé de tirer sur la corde, et oui, puisqu'ils ont fait un quatrième. Et on n'est pas au bout de nos peines, malheureusement. Alors ce quatrième n'a pas grand chose à se reprocher, si ce n'est que c'est le clone parfait du tome 1. Sauf que on reprend des personnages différents. On va traiter exactement de la même chose de ce qu'on a parlé avant, et c'est normal, le 2 et le 3 étaient déjà une déclinaison de la synthèse qu'était le 1. Et là par contre, c'est littéralement la même chose que le 1, mais dit différemment, avec un nouveau maître spirituel, pas très recherché, le personnage principal pas très recherché, et un clone masculin de Clémentine. On va traiter d'un sujet qui a été peu vu, même s'il peut rentrer dans les catégories qui ont été traitées dans le 1, mais qui a été peu vu dans les premiers tomes, c'est la dépression. Sujet intéressant, casse-gueule aussi, mais sujet intéressant, qui est survolé, sans être catastrophique, mais ça reste survolé, on peut pas vraiment en parler, du moins on peut en parler, c'est ce qu'ils ont fait, mais ça reste hyper léger et survolé, à mes yeux en tout cas. Donc, on peut pas dire que ce soit un mauvais tome, si vous lisez que ce tome 4, rien n'affiche, il est très bien, il va vous offrir des messages sympatoches, mais exactement les mêmes que le 1. Et là, on sent vraiment tout ce côté un peu ironique, hein. Ils sont là pour faire de la thune, alors que bon, à la base, c'est censé être juste des messages positifs. Ça devient un peu l'ombre d'elle-même, enfin de la BD, du coup, la BD devient l'ombre d'elle-même, et c'est drôle puisqu'on parle d'ombre dans ce tome 4. Du coup, le 2, le 3... et le 4. Par contre, du coup, je précise quand même, malgré tout, que la couleur est toujours aussi jolie, hein. La couleur est magnifique, le dessin aussi est vraiment très sympa, très sobre, très vif, je dirais, qui va pas chercher le réalisme, mais justement, ça donne ce petit côté dynamique et ce petit côté conte, puisqu'on explore des contes, qui est vraiment très sympa à regarder. Franchement, c'est hyper plaisant au niveau du dessin, et quand ça te montre un beau paysage, un moment de contemplation, t'es vraiment dedans, vraiment, ça c'est sûr, et dans tous les tomes. Hein. Mais on va continuer, puisque ça s'est pas arrêté là, et non, et non, et non. Heureusement, je vais pas vous les faire tous, parce que moi, je me suis arrêté, par contre. Mais, oui, le tome 5, du coup, le jour où la nuit s'est levée. Ah, un principe sympa, c'est de réunir les personnages qu'on a côtoyés jusque-là. Il y aura Naori, l'autre mec que j'ai oublié son nom, désolé pour lui, Clémentine, l'autrice que j'ai oublié son nom, je suis désolé, qui vont se regrouper. Il y a ce côté très cocooning, ils vont être dans la librairie de Clémentine, un jour de tempête de neige, il n'y a pas d'électricité, ils vont se raconter des histoires à la lueur d'une bougie. C'est une ambiance qu'on aime tous ressentir. Si on lit ce livre sous sa couette, on a envie de se blottir, etc. C'est un peu pour ça d'ailleurs qu'on lit cette série de BD, hein. C'est pour se sentir bien, pour se sentir dans l'instant présent en quelque sorte. Et ça c'est cool comme principe, en plus ça réunit les personnages qu'on a côtoyés, pourquoi pas. Cela dit, ça traite du coup des parents, de l'influence qu'ils ont sur nous, et là pour le coup c'est un tome qui, en plus d'être mauvais, il est surtout, enfin mauvais, en plus d'être pas pertinent, parce qu'on en a déjà parlé avec le tome des aimanteurs, en plus de ne pas être pertinent, il est presque dangereux, presque toxique dans son message, puisque on en vient à penser du coup que chaque parent va être des mauvais parents pour les enfants, et les enfants vont mal se construire à cause d'eux. On peut dire que c'est pas faux, hein, mais sauf que le message qui va être délivré est négatif, ce qui est pas du tout le but de la série, et en plus de ça, ceux qui vont le lire vont presque en vouloir à leurs parents, à cause de psychologie à deux balles, qui fonctionne dans certains exemples, mais qui reste quand même assez stéréotypé sur d'autres aspects. Et ça fait que oui, on va devenir plus juge, on va en vouloir à ses parents, on va se poser en supérieur, ça nous fait ne pas aimer nos parents, nous faire peur aussi, nous dire qu'on va pas être de bons parents. Le message en soi, je pense pas qu'il a été conçu comme quelque chose de négatif, hein, faut vraiment pas le voir comme ça, et ça dit des choses parfois justes, mais ça le dit très mal. C'est vraiment très bancal, je dirais, ce tome, et il fait plus de mal que de bien, et ça c'est très embêtant pour quelque chose qui se veut du zen, du positif, etc. C'est censé être feel good, ce genre de série, et ben ce tome 4 n'est pas feel good, et en plus de ne pas être feel good, je le trouve dans son message très maladroit, vraiment. Donc ça devient de pire en pire, hein, voilà, parce que déjà on traite de sujets qu'on a déjà traités, et en plus de ça, ça délivre des messages... quand même, ouais, faut prendre des pincettes, hein, dans ce que je dis, il y a quand même des bonnes choses. Dans ce qui est raconté, il y a des choses qui sont... Mais ça reste de la psychologie, un peu. Hein. Là, on ne devient plus dans le message du bien-être, du travail sur soi. Là, on devient dans le juge, dans l'explication des maladies qu'on peut avoir, de ce qui nous a formaté,
des tares qu'on va porter tout au long de notre existence. D'ailleurs, on peut constater aussi que dans le jour où il a suivi sa valise, qui est le tome juste avant, du coup le tome 4, on parle déjà de cette notion de parents qui nous font mettre des idées dans la tête et qui nous créent des problèmes. C'était mieux dit, mais là, ouais, non, là je trouve que c'est assez faible. Il y a eu des suites, il y a eu au moins 3 tomes qui sont sortis depuis. Vous avez pas l'impression que ça s'est perdu en cours de route quand même? À la base quand même, c'était pas censé être aussi mercantile. Bien sûr, rien au début nous disait ça va être une histoire en un tome ou même en 3, mais il y avait une espèce de sincérité dans le premier tome qui faisait vraiment plaisir à voir. Ça se prenait pas le chou. C'était vraiment bien, du positif, un message cool. Moi je dis que si les auteurs avaient envie de délivrer des messages positifs comme ça, ils auraient très bien pu se le permettre, mais je pense que par un souci de respect envers son lectorat, je pense qu'ils auraient dû faire d'autres histoires, avec d'autres personnages, avec d'autres façons de le raconter, parce qu'il n'y a pas de mal à toujours... On peut faire ce qu'on veut avec les contes zen, on peut faire ce qu'on veut avec la culture populaire, on peut faire autant de livres qu'on veut. Et avec le travail sur soi, avec la recherche du bonheur, etc., c'est pareil, c'est un thème tellement vaste, et avec tellement de façons de le prendre, qu'on peut faire, il pourrait en faire des milliers, et il n'y aurait pas trop de problèmes, mais sauf que ça va à l'encontre du message, surtout à l'encontre du troisième livre, qui était vraiment parfait pour clôturer cette saga, et je trouve que c'était intelligent, c'est mieux de le finir, franchement. Si ça continue à l'infini, on sera jamais satisfait, et c'est clairement un peu se moquer des lecteurs. Et Dieu sait que je n'aime pas ça. Cela dit, voilà, hein, en résumé, ça reste quand même de très bonne facture. Le dessin est toujours magnifique. La couleur est toujours magnifique et vraiment sublime. On va passer par tous les états avec cette couleur. Il y a de très beaux paysages aussi qui sont dessinés. Enfin bref, c'est super. Les personnages sont un peu clichés, malgré tout. Les personnages sont un peu clichés et vont se cantonner à être dans leur petit rôle qu'on leur a préfabriqué. Ça va pas aller plus loin. Mais il reste attachant malgré tout parce que tout le monde peut se reconnaître en eux. L'histoire en soi est sympa et le fait de raconter des petits contes, c'est très sympathique aussi, c'est ludique, c'est sympa et c'est accessible un peu pour tout le monde. Voilà, j'en ai fini avec cette critique un peu trop longue, mais bon, j'espère qu'elle vous aura plu malgré tout, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, quand même, ça coûte rien. Ciao!